What's up les bergers, ici Lobosan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Top 10. Oh oui, les Top 10, ça aussi, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Ça vous a manqué, n'est-ce pas? Non! Eh ben ça tombe bien parce que j'en ai plein en réserve rien que pour vous. Aujourd'hui, je parlerai pas gaming parce que les jeux vidéo c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi les accidents. Oui, je viens de plomber l'ambiance, on reprend tout. Des inventions et découvertes faites par accident. Et ce sera aujourd'hui le sujet de ce top 10. Si vous n'avez jamais eu la chance d'en entendre parler, la sérendipité est le terme utilisé par les gens qui se la pètent pour parler des inventions et découvertes scientifiques ou non faites de façon complètement accidentelle. Et figurez-vous qu'il y en a vraiment beaucoup, et même voire mais des tas, sans lequel notre vie n'aurait pas été la même. Allez, on va voir ça tout de suite. Et on commence avec le Coca-Cola 1886. Accro à la morphine suite à un accident, un pharmacien d'Atlanta appelé John Steed Pemberton met au point un nouveau médicament, une sorte de sirop désaltérant qui lui permettrait de décrocher peu à peu de la morphine. À l'époque baptisée French Wine, ou vin français en anglais, oui merci l'anglais pour les nuls, la boisson est alors un mélange d'extraits de noix de cola, de sucre, de caféine, de feuilles de coca et d'extraits végétaux. La boisson qui est mise en vente à la Soda Fountain de la Jacobs Pharmacy est encore relativement éloignée du coca que l'on connaît, jusqu'au jour où un serveur a eu l'idée de diluer le sirop avec de l'eau gazeuse. Et voilà comment le Coca-Cola est né. La marque sera déposée au registre du commerce le 6 juin 1887. La tarte tatin, fin 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin tenaient un restaurant à la Motte Beuvron en Sologne, qui était le repère des chasseurs du coin. L'histoire veut qu'un dimanche d'ouverture de la chasse, Stéphanie, qui était en train de faire une tarte aux pommes, ait complètement oublié de mettre une pâte dans le fond de son plat. Se rendant compte de sa grosse bourde, elle a rajouté la pâte sur le dessus de sa tarte et l'a laissé cuire comme ça. Ses clients ayant trouvé la chose pas trop dégueu, la tarte tatin devint la spécialité du restaurant, avant d'être exportée un peu partout dans le monde. Personnellement, j'ai entendu une autre version de l'histoire qui dirait que l'une des sœurs Tatin, qui s'apprêtait à servir une tarte aux pommes à des clients, l'a fait tomber par accident. Pour la petite parenthèse, la tarte se trouvait entre deux plats, histoire de conserver la chaleur. Voulant voir l'ampleur des dégâts, elle retire l'assiette du dessus, qui était initialement en dessous, puis remarque que la tarte ne s'est miraculeusement pas détruite, mais tout simplement retournée. Étant sur le point de retourner au fourneau pour la refaire, les clients voulaient quand même la goûter, et c'est comme ça que la tarte tatin a eu un succès phénoménal. Le four à micro-ondes, 1945. Directeur d'une usine de magnétrons pour radar chez Raytheon et grand amateur de chocolat, Percy Spencer a eu l'idée du four à micro-ondes en se rendant compte que sa barre chocolatée avait fondu dans sa poche alors qu'il passait à proximité d'un magnétron en activité. Sa société a ensuite mis au point les tout premiers fours à micro-ondes en faisant des tests sur le popcorn et les œufs, qui d'ailleurs a éclaté au visage des expérimentateurs. On enchaîne avec le post-it 1974. Employé des laboratoires de recherche de la marque 3M, Spencer Silver développe un peu par hasard, en 1968, une invention qui ne semble pas servir à grand chose, à savoir une colle qui ne colle pas. En effet, lors des séances de test, cette colle restait toujours sur l'un des deux bouts de papier que l'on essayait de coller. Rangée dans un tiroir, cette invention est ressortie quelques années plus tard par Arthur Fry, un collègue de Spencer qui utilise cette colle douce pour fixer des petits marque-pages à son cahier de chant, afin de retrouver ses textes facilement tout en n'en abîmant pas les pages. Les post-it notes seront ensuite commercialisés à la fin des années 70 et connaîtront évidemment un carton planétaire. Le Slinky, 1943. En 1943, Richard James, un ingénieur naval américain basé en Philadelphie, bosse sur le développement de ressorts qui pourraient supporter et stabiliser des instruments très fragiles lors de transports en bateau. Faute d'y arriver, il en fait tomber un par inadvertance et se rend compte qu'il parvient à descendre les escaliers tout seul. Trouvant le système plutôt marrant, il a alors la bonne idée d'en faire un jouet. Jouet que l'on a absolument tous eu, même si personne n'en connaît le nom. Ne me remerciez pas. L'aspartame, 1965. Chimiste de profession, James Schlatter bossait sur un médicament anti-ulcère quand il goûta par inadvertance l'aspartame, un intermédiaire de synthèse en humectant son doigt pour attraper une feuille de papier. Il est alors plus ou moins tombé du nu en se rendant compte que cet intermédiaire de synthèse était sucré et plutôt comestible. Par contre, on n'est pas vraiment sûr que ça soit une bonne idée de mettre un intermédiaire de synthèse dans votre café. Le Téflon, 1938. C'est alors qu'il travaillait sur la mise au point d'un nouveau réfrigérant que Roy Plunkett, 27 ans à l'époque, a découvert le polytétrafluoréthylène. Ouf, la vache, j'ai réussi à le dire. En essayant de refroidir dans de la neige carbonique, du tétrafluoréthylène, qui est un gaz. Il constata alors que le gaz polymérise pour se transformer en une poudre cireuse et blanche, capable de résister à une température de 260 degrés et anti-adhésif. Si vous n'avez absolument rien compris de tout ça, c'est normal, retenez juste que c'est une sacrée découverte. La gomme, 1770.
Jadis, on utilisait de la mie de pain pour enlever les taches d'encre. C'est donc en essayant d'attraper un morceau de mie que l'anglais Edward Nairn attrapa sans faire exprès un morceau de résine d'EVA Goma et se rendit compte que cette gomme naturelle marchait bien mieux que la mie de pain que tout le monde utilisait. Et comme il était pas bête, il se lança rapidement dans le commerce de gomme naturelle. La pénicilline, 1928. En revenant de vacances le 3 septembre 1928, le bactériologiste écossais le Dr Alexander Fleming retrouve dans son labo les boîtes de pétri où il faisait pousser des cultures de staphylocoque. Et avant son départ de vacances, il a eu la flemme de tout ranger. Et il se rend alors compte que ces boîtes sont envahies par des colonies de moisissures blanchâtres. Après analyse, il découvre qu'il s'agit des souches d'un champignon microscopique, le Penicillium notatum, sur lequel travaille son voisin de labo et décide donc de nettoyer le désordre. Mais en y regardant d'encore plus près, il se rend compte qu'il y a autour des moisissures une zone épargnée où aucun staphylocoque n'a poussé. Il émet alors l'hypothèse d'une substance antibactérienne sécrétée par le champignon qu'il baptise pénicilline. Et on termine enfin avec la radioactivité, 1896. Le 26 février 1896, le physicien Henri Becquerel a enfermé par hasard dans un tiroir des cailloux d'uranium avec des plaques photographiques. 4 jours plus tard, il a découvert en développant les plaques photographiques la silhouette des cailloux d'uranium. Il a compris que l'uranium produisait donc un rayonnement invisible. Cette découverte pour laquelle Pierre Curie proposera en 1898 le terme de radioactivité. Mais très vite, les physiciens se sont interrogés sur les effets des substances radioactives sur les êtres vivants. C'est toujours Becquerel qui a découvert, après avoir oublié un tube de radium dans une poche de son gilet, une rougeur sur sa peau, puis une brûlure. Aïe aïe aïe, le début des emmerdes. Dont il a suivi l'évolution en banc scientifique. Pierre et Marie Curie ont fait de même. Ils se sont demandé pourquoi ne pas utiliser cet effet de la radioactivité pour traiter les troubles cutanés. On va donc traiter les tumeurs cutanées dès 1901, mais aussi les verrues, l'acné, l'herpès, l'eczéma. Tout au long des années 20, les médecins rédigeront à la chaîne des ordonnances de radium pour l'arthrite, la goutte, l'hypertension, la sciatique, le lumbago et le diabète. Comme quoi, le destin peut bien faire des choses. Et maintenant, je parie que tous ces objets que je vous ai cités, vous ne les verrez plus de la même façon. Qu'avez-vous pensé de ce petit top 10? Est-ce que vous connaissez d'autres objets du quotidien étant le fruit du pur hasard? Faites-le nous savoir en commentaire, histoire qu'on se partage un peu nos connaissances, ça peut toujours être sympa. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'amour, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça vous coûte rien, et aussi à partager un max. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur ce, les apprentis sorciers, je vous dis portez-vous bien, et aussi n'ayez pas peur de faire des erreurs, car qui sait, peut-être un jour vous ferez une superbe découverte qui changera la face du monde à jamais. Enfin, cela dit, ne vous mettez pas non plus en danger. Allez, je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche, et sur ce, à ciao, bonsoir.